Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre d'histoire, à vrai dire une nouvelle partie, la partie numéro 2 qui va traiter du monde depuis 1945, avec un premier chapitre qu'on appelle ordinairement la guerre froide. Donc ici le monde bipolaire, c'est-à-dire divisé en deux parties, en deux pôles, de la guerre froide. Et il va nous mener, ce chapitre, jusqu'en 1989. On aura ensuite un chapitre où nous verrons qu'au cours de cette même période, le monde a connu ce qu'on a appelé la décolonisation, c'est-à-dire la fin des empires coloniaux européens. Et puis, également, nous verrons quelles furent les étapes de la construction de ce qu'on appelle l'Europe, plus exactement ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Enfin, on verra un troisième chapitre qui portera sur le monde d'aujourd'hui, celui qui a vu le jour depuis 1989. Alors la vidéo que vous regardez actuellement, je vous rappelle qu'elle est disponible ici, c'est-à-dire que vous cliquez directement grâce à l'interlien, et il en ira de même pour toutes les vidéos, elles sont nombreuses, que vous trouverez dans ce chapitre. J'en profite pour vous indiquer que cette vidéo est un petit peu plus longue, car ce chapitre est important. C'est un chapitre qu'on retrouve au lycée, d'une manière ou d'une autre, professionnel, général, technologique, vous le retrouverez. C'est important par conséquent que vous le travailliez sérieusement, de manière à avoir déjà les notions importantes, une compréhension solide de ce qu'implique cette notion de guerre froide. Alors je rappelle, cette fiche est un petit peu plus longue, je rappelle par conséquent qu'il est également important de ne pas l'imprimer, si vous pouvez éviter de le faire, ne serait-ce que pour préserver l'encre et le papier à la maison. Et puis, deuxième chose, vous notez sur le cahier les titres, les réponses bien évidemment, les bilans, lorsque je vous demanderai de les recopier, ainsi que certaines définitions. Enfin bref, on reprend ce que nous avons coutume de faire, ce que nous avions coutume de faire avant le confinement en classe. Voilà, on commence avec une présentation générale. Donc ici, je vous explique le cadre dans lequel la guerre froide voit le jour. Je vous laisse lire, prendre le temps éventuellement de recopier, ça c'est une bonne chose, puisque c'est une première compréhension du chapitre. Et puis, je vous recommande cette petite vidéo de la série Un jour une question. C'est fait pour les élèves de primaire, je ne vous le cache pas, mais il se trouve qu'elles sont bien faites et qu'elles donnent déjà les grandes lignes du chapitre. Enfin, cette petite vidéo peut vous aider, va vous aider, parce que vous allez la regarder en fait, elle est courte, à comprendre de quoi il s'agit dans ce chapitre-là, et ce que signifie au fond cette notion un peu étrange, à vrai dire, de guerre froide. Car une guerre ne peut pas être froide, ou alors ça n'est plus une guerre. Mais précisément, si c'est une guerre, continuons à l'appeler guerre, car il y a eu conflit, il y a eu volonté d'abattre l'adversaire entre les États-Unis et l'URSS, et d'ailleurs, cette guerre a eu un vainqueur, les États-Unis, et un perdant, l'URSS, puisque l'URSS a disparu en 1991. C'est bien le signe que nous avions affaire à une guerre. Mais cette guerre, ses enjeux sont tellement importants qu'elle n'a jamais abouti à un affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. Et vous verrez au cours de ce chapitre que c'est dû à la possession de l'arme nucléaire et à sa capacité destructrice. Non, pour le dire les choses clairement, s'il y avait eu une guerre entre les États-Unis et l'URSS directement, elle aurait été une guerre nucléaire et elle aurait entraîné la disparition complète de l'humanité. Donc face à cet enjeu-là, il est évident que ce qu'on va appeler les deux grands, les deux superpuissances, vont éviter de s'affronter directement et de fait ne se sont pas affrontés directement. Alors, on va voir d'abord comment Berlin et l'Allemagne, en Europe donc, sont dans des situations, plus exactement, très représentatives de ce qu'on appelle la guerre froide. Donc en fait, on commence par une étude de cas. C'est l'objectif, de découvrir la guerre froide à travers ces exemples de Berlin et de l'Allemagne, et puis ainsi de voir que l'Europe est au cœur de ce conflit. Elle est un enjeu majeur qui oppose les États-Unis et l'URSS. Je profite brièvement de ce que j'évoque le mot URSS pour vous rappeler que tout ce qu'on a pu dire sur l'URSS de Staline va rester valable en grande partie jusqu'à 1989, c'est-à-dire une économie collectivisée, étatisée, un régime totalitaire, même si les opposants ne sont plus systématiquement fusillés, ils sont toujours emprisonnés, avec une petite innovation, entre guillemets, bien sûr, dans les années 70, c'est l'hôpital psychiatrique pour les opposants politiques. Mais les goulags vont rester en place très longtemps. Voilà, donc vous commencez par regarder la petite carte de l'Europe, page 119, vous la mettez en relation avec le paragraphe A, page 118, c'est-à-dire un texte et une carte, et vous voyez comment l'un explique l'autre, c'est le principe de la mise en relation. Donc ici, vous citez un passage du paragraphe A,
qui va illustrer cette petite carte. Alors, je vais vous la montrer rapidement, hein, pour que... Voilà, c'est celle-là, celle qui est ici, vous voyez. Donc, moi, je peux cliquer avec cette version numérique, à laquelle on a accès, en fait, pendant le confinement. On a accès à une version numérique nettement améliorée. Et voilà, ça me permet d'avoir ici une fonctionnalité intéressante. Donc, cette carte, elle vous montre une division de l'Europe, hein, vous le constatez comme moi. L'URSS, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a libéré, entre guillemets, les pays ici d'Europe centrale et orientale de la domination nazie. Sauf que cette libération n'en a pas été vraiment une, et les élections libres qui devaient avoir lieu, l'URSS s'était engagée auprès de ses alliés à ce qu'il y ait des élections libres, eh bien, ont toutes amené au pouvoir des régimes communistes. Et donc, en fait, ces élections n'ont pas été libres. Et la présence de l'armée rouge y est pour quelque chose. Les opposants ont souvent été arrêtés, exécutés. Bref, ce sont des régimes totalitaires, sur le modèle soviétique, qui se mettent en place en Europe centrale et orientale, qu'on appelle de manière très contradictoire des démocraties populaires, car elles ne sont ni des démocraties, ni réellement populaires, la population n'adhérant pas du tout à ces régimes totalitaires. Le fait est que cela va entraîner une forte inquiétude du côté des Anglais et des Américains, et des Français évidemment, enfin des Européens et des Occidentaux en général, sur les intentions de l'URSS. En fait, l'URSS cherche surtout à se protéger, mais cette défiance mène à un véritable conflit qu'on appelle la guerre froide. Voilà, et donc vous mettez en relation avec le paragraphe A, et vous voyez ici quel passage est ici illustré. Ok, je ne vais pas insister trop, ni d'ailleurs sur toutes les questions, hein, c'est simplement pour vous rappeler ce qu'est une mise en relation. Du coup, je décris la situation de l'Europe à partir de cette petite carte. J'observe attentivement la carte 1, page 112. Quelle est la situation de l'Allemagne et donc de Berlin? Alors, on va regarder ensemble à la page 112. Vous allez voir, hein, que cette situation, au fond, elle est identique à celle de l'Europe. Et c'est valable également pour l'Allemagne comme pour Berlin. Voilà. Donc, c'est le document 1 qui vous montre ici une Allemagne coupée en deux, et Berlin également coupé en deux, avec une particularité pour Berlin, c'est de se trouver dans la zone d'occupation soviétique. Ok, donc c'est ce document-là qu'il faut attentivement regarder. Je n'en dis pas plus non plus. On arrive donc à la question, quelle est la situation de l'Allemagne et de Berlin? Je regarde attentivement la vidéo suivante, donc ici vous cliquez. Alors, en PDF, vous n'avez qu'à cliquer dessus et la vidéo, vous accédez directement à la vidéo. Sinon, si vous avez un format Word ou ODF, LibreOffice, contrôle et clic pour y accéder. Voilà. Donc, des questions ici qui vont porter sur ce qu'on appelle les crises de Berlin. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ces deux crises, de ce qui se passe, des enjeux. On verra tout ça dans la correction, donc je vais passer un peu plus vite maintenant. Ça sera l'occasion d'aller plus loin pour celles et ceux qui parmi vous veulent précisément approfondir. Il y aura à plusieurs reprises dans cette fiche la possibilité de le faire. Ça n'est pas une obligation, mais je vous y encourage, car c'est déjà une façon de voir ici qu'avec la crise de Berlin, avec le mur de Berlin, on est déjà dans une guerre idéologique. Plutôt, c'est un exemple d'une guerre idéologique. Le discours de Kennedy le montre bien. Voilà, j'avance. Et enfin, cet exemple de Berlin et de l'Allemagne est intéressant car c'est là que se déroulent des crises de la guerre froide, mais aussi la fin de la guerre froide, ou plutôt un événement qui va amener à la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin. Donc je vous laisse en prendre connaissance et répondre aux questions. Avec un bilan pour terminer sur l'Allemagne et Berlin. Ce bilan, je vous recommande de le recopier et de l'encadrer en rouge, car il résume l'essentiel de ce qu'il faut comprendre pour cet exemple-là. Je vais plus loin pour, si vous le souhaitez, et je vous le recommande encore une fois, d'approfondir une vidéo très bien faite par le journal Le Monde sur la chute du mur de Berlin, mais en fait, elle reprend toutes les étapes et toutes les crises qu'a connues Berlin, mais aussi l'Allemagne. Donc, comme c'est un documentaire court, un petit quart d'heure, mais très bien fait, je vous recommande vraiment de le regarder et essayer de faire la question ici, hein, qui est une petite question pour vérifier que vous comprenez bien, bien compris l'extrait vidéo, ou du moins un passage qui vous est montré. Grand 2, donc j'écris grand 2, je souligne en rouge comme d'habitude. L'objectif, je vous rappelle, c'est pour vous expliquer qu'est-ce que nous faisons, donc ça, c'est pas à recopier, hein. Même chose pour ce qu'il y avait un peu plus haut.
C'est une explication de la démarche, du sens de cette démarche et de ce que nous travaillons précisément. Donc ici, vous avez les titres petit 1, petit 2 en grisé, c'est pour les retenir. Ils seront à recopier, ça sera le bilan en fait, parce qu'ils donnent les caractéristiques de la guerre froide. Donc ici, on revoit ce qu'on on a déjà vu au début de l'affiche, que la guerre froide naît en Europe, et qu'elle naît à partir de 1945, plus précisément 1947, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis, et le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS. Alors ça, c'est ce que nous montre bien la carte de la page 118. Donc je vais la regarder avec vous rapidement. Page 118, 119 plus exactement, vous avez ici cette grande carte qui montre bien que le monde, alors pas tout le monde en fait, il y a une partie qui n'est pas concernée, mais le monde d'une manière ou d'une autre subit les conséquences de cette division en deux pôles, en deux blocs, des blocs, c'est-à-dire des groupes de pays qui se retrouvent sous la direction d'un État leader, les États-Unis pour le bloc de l'Ouest et l'URSS pour le bloc de l'Est. Voilà. Donc c'est une carte importante. Vous allez également comprendre les principales caractéristiques de ces deux blocs, ce que nous montre ce tableau, et du coup, vous allez recopier et compléter le tableau de la page 127 pour bien voir ici quelles sont les grandes différences. Alors, le tableau de la page 127, là aussi, je vais le regarder avec vous pour que ce soit plus clair. C'est un tableau qui est en fait un exercice de révision, mais il tombe bien à ce moment-là de notre étude, dans la mesure où, comme vous pouvez le voir ici, il vous permet de bien distinguer les caractéristiques de nos deux blocs, de ce monde bipolaire. Et c'est ce que ce tableau-là, celui que je vous remets dans cette fiche, va vous aider à compléter, ainsi que d'autres documents. Je vous demande notamment ici la définition du plan Marshall, et voilà, attendez de faire le petit 4 de cette partie pour compléter la ligne doctrine du tableau, que vous recopiez évidemment. Le 4, il est là. Voilà. Donc, elle oppose deux modèles idéologiques. Ça vous permettra de bien compléter la ligne du tableau concernant cet aspect-là. Bon, la guerre froide, elle est caractérisée également par une course aux armements, armement nucléaire. Ça, c'est important de bien avoir cette dimension en tête, compte tenu de leur capacité de destruction massive. Ce sont des armes de destruction massive. C'est ce qui assure la dissuasion, c'est-à-dire que les enjeux sont tellement importants, tellement graves en cas de guerre nucléaire qu'il vaut mieux ne pas s'en servir. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Mais du coup, les deux grandes puissances sont l'une face à l'autre dans une forme d'équilibre de la terreur. C'est bien parce que les conséquences seraient beaucoup trop dramatiques qu'il n'y a pas d'affrontement direct. Et pourtant, il y a eu un moment où cet affrontement a bien failli avoir lieu, du moins c'est ce qu'on a cru, ce qu'on a craint, et rétrospectivement nous savons que c'était tout à fait envisageable, ça a pu à un moment donné être envisagé, c'est la crise de Cuba. Crise de Cuba en octobre 1962. Alors cette petite vidéo, elle est vraiment courte, mais elle va bien vous montrer quels sont les enjeux, vous la complétez à l'aide des documents du dossier du livre, car le livre fait un très bon dossier sur cette crise de Cuba, des missiles de Cuba. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez une page Wikipédia qui vous présente cette notion d'équilibre de la terreur, qui est plutôt bien faite, et qui vous permet de comprendre justement de quoi il s'agit. Du coup, profitez-en pour montrer que vous comprenez cette notion d'équilibre de la terreur en la mettant en relation avec le terme de dissuasion. Donc, c'est une guerre idéologique, la guerre froide, c'est ce que vont vous montrer les documents que je vous propose d'aller voir, et vous choisirez une des affiches du dossier, de manière à la présenter et à montrer que c'est une affiche de propagande. Le dossier, page 116-117. Après avoir préalablement répondu aux questions des documents 1 et 4. C'est les questions qui sont juste en dessous des documents, les questions qui sont en bleu. Enfin, dernière caractéristique, la guerre froide se traduit par des conflits indirects entre les deux grands, mais pas d'affrontement direct. C'est ce que vous montreront les exemples de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam. Mais il y a aussi la guerre d'Afghanistan pour l'URSS. Je n'en dis pas plus, je vois que la vidéo arrive au terme que je peux utiliser, c'est-à-dire 15 minutes. Vous recopiez les caractéristiques en gris, vous recopiez la frise pour avoir les grandes étapes de cette guerre froide. Voilà, on se retrouvera pour la correction. Bon travail, bon courage et à bientôt.